auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Je suis né un 1er février 1964 à Orléans dans le Loiret et j'ai donc 55 ans. Je suis professeur d'anesthésie et de réanimation et en fait désormais de médecine d'urgence et responsable d'un service d'urgence à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et à l'hôpital européen de Georges Pompidou. Et par ailleurs, j'ai fait un peu de politique dans ma vie. Je suis maire de ma commune depuis 2001, la Garenne-Colombes, qui est la plus belle ville des Hauts-de-Seine. Enfin, tout le monde est assez d'accord sur ce point. Et j'ai eu la chance, la très grande chance, d'être député européen pendant 10 ans. Philippe Juvin, vous êtes, me semble-t-il, davantage impliqué qu'à d'autres moments dans le débat politique lorsque vous avez dénoncé, évidemment, les responsables du désastre des Républicains aux européennes et plus généralement la déception que vous aviez éprouvée en n'étant pas tête de liste de ces européennes. Au fond, ce n'est pas tant une déception personnelle, c'est la déception d'avoir vu un grand parti de gouvernement inscrit dans la vie politique française depuis plusieurs décennies s'auto-détruire en décidant volontairement de ne s'adresser qu'à une petite partie de la population. Et à partir de là, le suicide qui s'est organisé au sein des Républicains, eh bien c'est vrai, a causé un cercle vicieux d'autodestruction qui a fait que les plus progressistes, les moins attachés à une vision monothématique de notre parti politique ont décidé de partir. Non, en fait, ma déception, elle a été grande quand nous avons abandonné tout ce que nous étions. Nous étions européens, nous faisons partie du PPE, et nous sommes devenus euro-sceptiques, euro-grincheux. Nous aurions dû être libéraux, et on s'est mis à signer des pétitions avec la France insoumise. Nous aurions dû être pour la liberté, et nous n'avons pas su défendre ce principe-là. Que pensez-vous de la position actuelle des Républicains? Est-ce que vous avez un peu d'espoir? Aujourd'hui, il n'y a pas de position des Républicains. On ne sait pas ce qu'on pense sur un tas de sujets fondamentaux. Il y a des positions de membres éminents des Républicains. Il en reste encore, des gens très bien, mais il n'y a pas de position du parti. Qu'est-ce qu'on pense je ne sais pas moi, du risque de Troisième Guerre mondiale? C'est quand même un vrai sujet. Il y a un risque de Troisième Guerre mondiale aujourd'hui. Qui en parle? Personne. Qu'est-ce qu'on pense du bouleversement qui est en train de se dérouler dans l'Union européenne avec l'émergence de Salvini, le Brexit? Quelle est la position des Républicains là-dessus? Il n'y en a pas. En fait, les Républicains sont désormais absents de tous les grands débats politiques, en tant que force politique. En tant que force politique. Au fond, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas une lutte de rivalité, de rapport de force? Est-ce que vous auriez envie de vous y insérer? Il y a toujours eu des luttes de pouvoir dans tous les partis politiques, donc c'est quelque chose d'assez banal. Et donc la question, je crois, n'est pas là. La question, c'est que les Républicains qui avaient compris traditionnellement par leur histoire, et Sarkozy avait été un bon leader pour ça, qu'il fallait s'élargir, aller chercher les Français, en réalité, ont décidé de se miniaturiser. Ceux qui sont partis pour rejoindre la République en marche sont des traîtres? Non. D'abord, en politique, il n'y a pas de traître. Le mot traître, on le réserve au moment de guerre civile, mais ce sont des gens qui ont fait des choix. Et c'est un des éléments que j'ai reproché aux Républicains, plutôt que jeter l'anathème sur ceux qui sont partis. Il n'y a d'ailleurs pas ceux qui sont allés à la République en marche. Il y a tous ceux qui ont décidé de partir, tout simplement. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse plus récemment, Estrosi. Tous ces gens, les Républicains ont décidé de jeter l'anathème sur eux. C'est une erreur. Il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi ils sont partis. Est-ce qu'il n'est pas étrange, Philippe Juvin, de partir après une défaite et lorsque la personne qu'on accable elle-même perd ses responsabilités? Je parle de Laurent Wauquiez. Est-ce que ça n'est pas de l'opportunisme pur? Alors, il est très clair que... moi, j'ai été un de ceux qui ont demandé le départ de Laurent Wauquiez après la déroute des élections européennes. Je n'étais pas d'accord avec la ligne européenne, je l'ai dit, je l'ai écrit, et après la défaite, nous perdons à cause de cette ligne. Je demande donc le départ de Laurent Wauquiez qui s'en va.
très clairement, ça serait incompréhensible de partir après avoir obtenu le départ de la personne dont je demandais le départ. Donc oui, c'est pour ça que je suis toujours républicain. J'attends de voir ce que vont donner les élections internes. Si les élections internes, c'est de nouveau, soit nous ne parlons qu'à une petite frange de la population, soit nous ne parlons à personne parce que justement nous avons peur de parler à tout le monde, là peut-être on se posera de nouveau la question. Si vous voulez, les Républicains, c'est devenu radioactif parce que nous sommes devenus, je l'ai dit, eurogrincheux, mais nous sommes poussiéreux, nous sommes ringards, nous sommes devenus réacs, nous sommes devenus un parti qui se caricature lui-même. Donc s'il y a une chance que le truc refonctionne grâce aux élections internes, tant mieux, et on verra après si ce n'est pas le cas. Est-ce que le mélange d'un centrisme mou et d'une droite qui veut être identifiable n'est pas une catastrophe pour elle? Le mélange de ce qui est mou avec ce qui est mou ne fonctionne jamais très bien. Non, mais dans le passé, on avait des gens... On se rendait compte que quand l'UMP a été créée, on allait de Raffarin à Dupont-Aignan. Alors, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais ça montre bien qu'il y avait cette capacité à emmener sur quelques principes plutôt que des mesures très précises, parce que si on veut tout verrouiller, effectivement, dans ces cas-là, il n'y a quasiment aucun parti politique qui n'est possible. Mais ce que je regrette, c'est cette capacité que nous avons perdue, qui nous permettait de parler en fait à la France et aux Français. On ne parle plus à la France et aux Français. On parle à une toute petite partie d'entre eux. C'est pas ça la politique. De toute façon, si vous voulez être un parti de gouvernement, quel que soit d'ailleurs votre positionnement, à droite, à gauche, au centre, vous ne pouvez pas d'emblée dire « moi je ne parle qu'à cette partie-là ». Parce qu'il y a un moment où si les choses se passent bien, les Français vous choisissent, même si vous êtes choisi par une petite partie des Français pour gouverner la France, il faudra parler à tout le monde. Donc l'homme d'État est contraint de parler à tout le monde. Une union des droites, Philippe Juvin, sous l'égide de Marion Maréchal, et évidemment avec d'autres idées, une pensée conservatrice bien structurée, est-elle une absurdité? La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Je n'ai rien contre telle ou telle personne. Moi, les 10 ans que j'ai passés au Parlement européen m'ont appris une chose, c'est l'humilité en matière de jugement des uns et des autres. Au Parlement européen, on travaille avec tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc le sujet n'est pas là. Tout le monde dit Marion Maréchal Le Pen, mais pardon, que pense-t-elle sur les questions fiscales? Que pense-t-elle sur les questions économiques? Que pense-t-elle sur l'intégration européenne nécessaire? Moi, mon choix, il est simple. Je veux de la liberté. Je veux de la liberté en matière économique, de la liberté en matière de mœurs. Je pense, pour parler très brutalement, que les gens en ont assez qu'on leur dise avec qui et comment ils peuvent baiser, vous voyez. La liberté est totale. Elle devrait l'être. Je suis européen, je crois que notre pays peut continuer à éclairer le monde, mais à une condition, c'est qu'il puisse avoir un véhicule de puissance. Bref, je pense que Mme Le Pen ne défend pas ses principes. Encore une fois, faut-il l'écouter, mais c'est un grand drame de parler de Marion Maréchal Le Pen. Pourquoi? Parce que c'est le symptôme du fait qu'on ne parle que de communication. Elle est jeune, elle est plutôt sympa, et donc on se dit, elle doit être bien. Mais c'est de la com. La politique, ça nécessite de travailler, de savoir ce qu'on pense sur le fond. C'est comme ça qu'on gouverne un pays, pas avec des images ou des icônes. Vous dites qu'il faut parler à tous les Français et ne pas avoir une vision rétrograde de certains sujets. Est-ce que ça veut dire que vous avez tout de même des convictions fortes? Bien sûr. Je pense que la principale qualité, ça doit être la liberté. La liberté des droits, la liberté d'entreprendre, la liberté de vivre. C'est une conviction profonde. On demandait à François Mitterrand s'il avait quelques convictions, et il répondait « j'en ai très peu, mais elles sont très fortes ». Oui, voilà. La liberté, c'est quelque chose de très fort. La liberté partout, ça n'est pas une forme de démagogie? La liberté, c'est ce qui nous permet de nous échapper d'un asservissement collectif. Alors, c'est un sujet philosophique et de dissertation, bien entendu. La liberté versus le collectif. Mais
globalement, ça doit être le phare dans la nuit. Vous avez été longtemps, Philippe Juvin, député européen et passionné par la cause européenne. Pourquoi elle a si peu d'impact sur l'esprit public français? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une première raison très française, c'est que nous avons été un très grand pays. Nous avons, à nous seuls, éclairé le monde. L'histoire est là pour nous le montrer, et nous pensons que ce temps existe encore, ou plus exactement, qu'on pourrait renouer avec ce temps. C'est un grand drame, en fait. Je le dis d'une manière un peu paradoxale. Entendez-moi, je joue avec les concepts. Mais c'est une sorte de grand drame d'avoir été un grand pays, parce que nous n'en avons pas fait le deuil. Et nous croyons que nous pouvons encore nous en tirer seuls. Or, moi j'ai appris une chose dans l'Union européenne, c'est que un des grands sujets aujourd'hui, c'est comment peser sur l'Union européenne. Comment la France pourrait-elle faire de l'Union européenne un véhicule de puissance? Donc voilà, premier problème, nous n'avons pas fait le deuil de la grande puissance. D'ailleurs, vous savez, les Allemands nous appellent la grande nation. Il y a quelque chose derrière. Deuxièmement, il y a une deuxième raison très, très démagogique, c'est que tous les gouvernements, depuis toujours, sont très contents d'avoir Bruxelles, entre guillemets, pour assumer des décisions qu'ils n'osent pas assumer devant leurs électeurs. C'est facile de dire, je reviens de Bruxelles et malheureusement, on nous impose ça. Il n'y a pas une seule grande décision qui a été prise depuis le traité de Rome par l'Union européenne qui n'ait été acceptée, avalisée par la France. Mais la France n'a souvent pas le courage d'assumer, donc on dit c'est l'Union européenne. C'est une raison aussi qui fait que l'Union n'est pas aimée, c'est un bouc émissaire facile. Que vaut pour l'instant, Philippe Juvin, le mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, et notamment sur le plan international et plus précisément sur le plan européen? Il est partagé. D'abord, il a tenu un discours européen que j'aurais bien aimé entendre de la part de mon propre parti politique. Durant la campagne des européennes, j'étais plus en phase avec Emmanuel Macron quand il parlait d'Europe qu'avec Laurent Wauquiez, très clairement. Dans les faits, ensuite, les choses sont plus difficiles parce que l'exercice de pouvoir est une épreuve et très clairement, Emmanuel Macron n'a pas obtenu les résultats qu'il souhaitait obtenir et parfois même qu'il prétend avoir obtenus. C'est un mal très français que, là aussi en Europe, paraître un peu, comment dirais-je, sûr de soi et dominant et dominateur. Nous croyons dans l'Union européenne qu'il suffit que nous apparaissions, nous Français, pour que les peuples européens se mettent en marche. Non, en réalité, c'est plus complexe. C'est une copropriété à 28, avec des millièmes parfois répartis d'une manière qu'on ne comprend pas bien. Et il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité pour peser en Europe. C'est le grand sujet. Trouvez-vous choquant le désir de retour aux nations et, je dirais même, certains populismes? Non, alors, c'est pas choquant parce que je comprends, moi j'aime mon pays. Et comme disait Marc Bloch, je tremble à l'évocation du sacre de Reims et de la fête de la Fédération, donc je comprends tout à fait ça. Je tremble d'émotion quand j'entends la Marseillaise quand je suis à l'étranger. Donc, tout cela m'est très familier. La question c'est, est-ce qu'on peut utiliser l'idée de nation contre l'Europe? Et c'est ça que je reproche évidemment aux nationalistes ou aux populistes, comme on dit. C'est qu'ils utilisent le mot de nation, le confisquent et l'opposent à l'Union européenne. Or, la vraie question, c'est quand aujourd'hui on est patriote, on doit être européen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec 66 millions d'habitants que la France sera grande face à des États-continents. Nous devons nous intégrer dans un monde qui est le monde européen. Et d'ailleurs, il y a un très grand paradoxe. Vous n'avez pas remarqué, beaucoup de gens qui viennent de la droite, on va dire très conservatrice, plaident pour l'inscription des racines chrétiennes, romaines et grecques dans la Constitution européenne. Ce qui est très bien. Et donc, ils plaident pour que l'idée de civilisation européenne soit reconnue au plan politique. Et je trouve que c'est une bonne idée. Mais si c'était le cas, ils plaideraient aussi pour s'intégrer dans cette civilisation européenne. Or, en fait, ils la rejettent en disant « la France d'abord ». Non, moi je crois qu'il y a une civilisation européenne, effectivement. La chrétienté, Rome, Athènes, très clairement, les Lumières. Ça, c'est la civilisation européenne, mais elle nous est commune.
avec nos pays voisins. Et à partir du moment où elle nous est commune, il faut accepter de franchir un pas supplémentaire qui est de dire, eh bien nous sommes pas condamnés, parce que ce serait brutal, mais nous sommes destinés à vivre politiquement ensemble parce que nous avons les mêmes racines. Mais si la France pense mal, selon vous, et d'autres peuples avec elle, Philippe Juvin, n'est-ce pas la faute de l'Union européenne? C'est multifactoriel. Très clairement, d'abord l'Union européenne, ce n'est pas grand-chose sans les États. Qu'est-ce que l'Union européenne? C'est une construction artificielle de pays qui ont décidé de fixer des règles de vivre ensemble. Ces règles aujourd'hui, elles créent des crispations. C'est vrai, l'Union européenne en tant que telle crispe les citoyens français, italiens, allemands, qui disent « mais où sommes-nous » Mais ce n'est pas à cause des institutions de l'Union, c'est à cause des États qui ont mal conçu les institutions de l'Union. Je crois qu'il faudrait des institutions qui permettent aux citoyens de se reconnaître mutuellement comme faisant partie de la même communauté de destin entre un Français, un Allemand, un Portugais, un Polonais. Aujourd'hui, les institutions veulent créer un ensemble, un grand tout européen, et en même temps entretiennent des oppositions nationales. Il y a une opposition intellectuelle qui pose problème. Je pense qu'on est allé soit pas assez loin, soit trop loin. Et, me semble-t-il, une des manières de s'en sortir, c'est de donner des outils démocratiques qu'il faudrait définir, qui permettrait aux Européens de se reconnaître mutuellement comme appartenant à un même peuple, parce qu'il y a un peuple européen. Suis-je dans l'erreur, Philippe Juvin, lorsque je considère, en connaissant un peu votre parcours, que vous avez deux phares, je pense, pas de même nature, dans votre raisonnement politique, le général de Gaulle d'un côté et Nicolas Sarkozy de l'autre? Oui, j'en ai même d'autres. J'ai Tocqueville, j'ai un peu d'auteurs grecs et latins, mais il est clair que De Gaulle et Sarkozy ont chacun apporté des choses absolument importantes à la vie politique française. De Gaulle, c'est d'abord l'homme du 18 juin, bien entendu, celui qui sait dire non. Et j'ai souvenir, moi, de la première émission de radio à laquelle j'ai assisté, participé même, j'étais très jeune, et il y avait Chaban-Delmas qui était là, c'était sur je ne sais quel anniversaire lié au général de Gaulle, et Catherine Ney, qui était l'intervieweuse, demande à Chaban quelle est la définition du gaullisme. Et Chaban fait une définition qui, pour moi, devrait être la définition de la politique. Il dit, c'est simple, le gaullisme, c'est la capacité de dire non. Et moi, cette définition, je l'applique à la politique. L'homme politique doit être capable de dire non, parce que dire oui, c'est-à-dire, en réalité, ne pas décider. Dire oui, c'est laisser les choses se faire. Dire non, c'est une marque de qualité. Donc ça, c'est pour De Gaulle, la capacité de dire non. Et Sarkozy, ce que j'ai aimé, c'est cette capacité à parler aux Français et pas à son camp politique. Et c'est probablement ce qui l'a différencié de ceux qui l'ont suivi ensuite à droite, qui ont parlé de moins en moins à tous les Français, de plus en plus à leurs clients au sens latin du terme. Il faut qu'un pouvoir soit caractériel, ne dise que non? Non, non. Dire non, c'est s'opposer à la facilité de l'administration qui arrive en vous disant ben voilà, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le maire, voilà ce qu'il faut faire, c'est fait, ou on a toujours fait comme ça. Non. Dire non, c'est s'interroger en réalité sur la possibilité de dire non. Parfois on dit oui, bien entendu. Il ne s'agit pas de caractériel, il s'agit d'une force de caractère et il y a un plaisir intellectuel formidable. Alors que toute la table est là à hocher la tête en disant « il faut faire comme ça », de dire « non, je pense que vous vous trompez ». On pourrait vous qualifier de cumulard, Philippe Juvin. Est-ce que vous assumez cette définition de vous-même? Est-ce une offense ou est-ce un compliment? Mais vous pouvez même dire que dans le passé, j'ai été un double cumulard, puisque je cumulais à la fois une activité professionnelle, je suis médecin, et des mandats politiques, et à la fois un mandat de maire et un mandat de député européen. Et j'assume tout ça. D'abord, sur le premier point, je pense qu'il serait souhaitable que plus d'hommes politiques aient un métier à côté. Ça permet d'abord de garder une liberté. Quand j'ai dit non à Laurent Wauquiez,
quand il m'a proposé d'être sur la liste aux élections européennes finalement. Quand je lui ai dit non, c'est parce que j'avais des moyens de subsistance, soyons très prosaïques, parce que j'avais un métier à côté. Donc j'ai pu lui dire non. Garder un métier, c'est aussi la capacité de dire non, c'est la capacité d'être libre. Et puis, sur la cumule entre les fonctions de maire et de parlementaire, qui est terminée, maintenant je ne suis plus que maire, j'ai décidé aussi, ça a été une des raisons de mon choix, de me consacrer à ma commune. Je pense que c'est une erreur d'avoir empêché les députés d'être maires. Regardez, le problème de la majorité actuelle, c'est que beaucoup de députés n'ont pas d'expérience, ne serait-ce que d'élu local, ne serait-ce que de conseiller municipal. Je crois qu'en France, il doit y avoir un demi-million de conseillers municipaux quand vous prenez toutes les communes de France et de Navarre ensemble. Ce sont des gens qui ont une expérience politique de terrain, qui sentent les choses, qui ont résolu sur le terrain des questions parfois microscopiques, parfois plus grandes. Ben, la vie politique, c'est ça aussi, c'est comprendre les gens. C'est une banalité, Philippe Juvin, mais l'activité municipale est-elle donc la plus importante en politique? Ah, elle est formidable. Elle est formidable. D'abord, on s'occupe des gens. Pas d'une manière conceptuelle, mais réelle. On a la possibilité d'agir. On est jugé sur le terrain. Je ne sais plus qui disait, le maire est l'homme politique à portée d'engueulade. Ce qui n'est pas le cas du ministre, bien entendu, du président encore moins, voire même des parlementaires qui sont souvent inconnus de la population. Le maire, il est connu, et quand il y a un problème qui ne va pas, on sait où le trouver, c'est à la mairie, c'est facile, et on va le trouver, et on sait qu'il peut être responsable d'un certain nombre de choses qui ont été faites dans la commune. C'est un mandat de liberté, parce que quand vous êtes maire, vous avez la liberté d'agir, et c'est un mandat de responsabilité, ça va avec la liberté, c'est la deuxième qualité, parce qu'on vient vous voir en vous disant, mais là, ce que vous avez décidé, il faut en rendre compte. C'est un très beau mandat. Vous avez suscité, Philippe Juvin, dans votre vie intellectuelle et politique, un grand nombre de polémiques et de controverses. Malheureusement. Et vous en avez subi d'autres. Est-ce que ça veut dire que vous avez un tempérament incroyablement batailleur et adepte des controverses? Et c'est ça qui est très surprenant. Enfin, je crois que je suis plutôt adepte du compromis. Et je suis assez malheureux quand on ait une controverse qui s'enflamme. Une des qualités, je crois, nécessaires pour faire de la politique, c'est qu'il faut fuir les passions et plutôt choisir la raison. C'est Julien Benda qui disait ça. Il disait, ce qui caractérise la droite de la gauche, c'est que la droite est adepte de la raison, la gauche est adepte des passions. C'était sa vision, un peu manichéenne, bien entendu, les choses sont plus complexes. Mais je préfère la raison à la passion. Chaque fois qu'il y a une polémique, j'en suis profondément affecté parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été compris. Et puis, vous savez, je crois que si j'ai fait tout ça, c'est pour être aimé des gens. Dans votre activité professionnelle brillante que vous avez évoquée tout à l'heure, au fond, j'ai l'impression que vous avez été attaqué par l'honnête parce que vous étiez un homme de droite. Je me suis dit de temps en temps aussi. Autre polémique que vous avez subie en tant que maire, que pour ma part je trouve complètement invraisemblable, celle concernant Kléber-Hédens. Vous pouvez nous en dire un mot? D'abord, Kléber-Hédens, qui est-il? Kléber-Hédens est un auteur français qui a dû naître dans les années 20 et qui est mort dans 75 ou 76. Et Kléber-Hédens, dans sa jeunesse, comme beaucoup de Français à l'époque, était maurassien, comme Mitterrand, par exemple. Et Kléber-Hédens, pendant l'occupation, a eu une double vie. En tout cas, c'est ce qu'en dit sa biographie par Étienne de Montetti. Il a été à la fois journaliste, où il rédigeait des articles, en réalité des recettes de cuisine, oui, dans une revue collaborationniste, mais en même temps était porteur de lettres pour un grand résistant. Bref, c'était un Français qui, comme beaucoup, a fait un choix, mais ce choix n'a pas été aussi brillant que d'autres. Mais surtout, il avait une plume extraordinaire. Et un jour, Jean d'Ormesson publie un livre qui s'appelait « Une autre histoire de la littérature française ». Et j'étais intrigué
par ce qualificatif, cet adjectif autre. Pourquoi autre? Je lis donc la préface de d'Ormesson qui dit qu'il veut ainsi rendre hommage à la seule, selon lui, belle histoire de la littérature française. Donc il y avait une histoire de la littérature française écrite par un certain Kléber-Hédens. Donc je vais lire l'histoire de la littérature française de Kléber-Hédens qu'il doit écrire alors qu'il a 20 ans, on est dans les années 40. C'est un monument de littérature, de liberté intellectuelle, d'anticonformisme riche d'une très grande culture. Et je suis tombé amoureux de cet écrivain qui fut un grand écrivain et qui a même failli entrer à l'Académie française. Mais il avait un deuxième défaut après son enfance maurassienne, c'est qu'il était très très porté sur le vin, et je crois même qu'il en est mort. Et il a écrit de très beaux livres, et j'ai souhaité donner le nom de cet écrivain à un de mes collèges, à la Garenne-Colombe. Et là, on a vu toute l'intelligentsia qui n'a jamais lu un livre, l'intelligentsia médiatico, je ne sais pas quoi, qui a dit c'est pas possible, un maurassien, rendez-vous compte. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai décidé, sous les pressions diverses, y compris de celles de mes amis, de débaptiser le collège Kléber-Hédens. Mais c'est un vrai sujet en France. On n'a pas la possibilité d'analyser sereinement l'histoire. Je me souviens de la querelle qu'on avait faite au président Mitterrand suite à son passé à Vichy. Et il avait essayé de s'en justifier, on voyait bien que ce n'était pas une perdue. L'affaire Kléber-Hédens est strictement la même. Kléber-Hédens n'a jamais écrit le début de commencement d'une phrase antisémite, mais parce qu'il était maurassien, eh bien, il a été brûlé sur le bûcher des préjugés, et surtout le bûcher de tous ceux qui parlent de littérature sans jamais avoir ouvert un livre. C'est un très grand écrivain, il faut le lire. d'Ormesson était venu me soutenir, et plusieurs intellectuels qui aimaient Kléber-Hédens avaient décidé d'être aux abonnés absents. Et ben, ce n'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai cru juste. En fait, c'est important de faire ce qu'on croit juste. Et d'ailleurs, les Garennois ne m'en ont pas trop voulu, puisque quelques semaines plus tard, j'étais réélu très brillamment au premier tour des élections municipales. Vous privilégiez la raison en politique. J'essaye. Est-ce à dire que vous n'avez pas de passion? Ah voilà, c'est un drame, ça. Ouais, j'ai plein de passions et j'ai plein de doutes. Et comme d'autres, je mourrais probablement avec beaucoup de regrets. Donc non, je suis perclus de passion que j'essaye de raisonner le plus possible. J'y travaille. Je travaille à n'avoir que de la raison, mais c'est difficile. Mais il y a des passions honorables, vous pouvez nous en parler? Oh, il y a des passions honorables. Il y a la passion de la littérature, il y a la passion pour ceux qui ont transcendé et donné du sens à leur vie. Oui, ces passions sont extraordinaires. Mais dans le jugement qu'on a vis-à-vis des autres, il faut essayer de ne pas avoir de passion et de juger le plus sereinement possible. Mais c'est compliqué. Que faites-vous quand vous sortez un peu de la raison au quotidien? Quelles sont vos occupations? Je lis. Je lis en essayant de gagner la vitesse du temps et de ne pas penser à tout ce que je n'aurais pas lu sur mon lit de mort. J'espère ne pas avoir conscience lucide à ce moment-là, sinon les regrets seront très très importants. Et puis mon fils m'a initié aux jeux vidéo et ça me rend plus jeune. Le bonheur, ça a du sens pour vous? Oui, enfin, ça a un sens très théorique. C'est compliqué, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas une antinomie entre l'analyse lucide des événements et le bonheur. Pourquoi? Parce que ça se finit mal. Ça se finit toujours mal. Est-ce que précisément votre appétence pour beaucoup d'activités, ça n'est pas une manière d'oublier la finitude? Vous êtes en train de définir le divertissement pascalien. C'est possible et même assez probable. Je sens que vous avez une difficulté, Philippe Juvin, à parler longuement de vous-même. Vous avez une pudeur de tous les instants.
Je n'oublie pas que j'ai une personnalité qui, certes, n'est pas psychiatre, mais qui est très psychologue devant moi, que quelqu'un me filme. Je n'aime pas quand la politique, parce que je suis aussi un homme politique, la politique n'a pas à entrer dans l'âme et la vie privée des gens. Je sais que c'est un argument de vente. Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis heureux, en famille, la photo de Paris Match, tout ça, c'est quelque chose qui m'irrite un peu. Il faut juger les hommes politiques sur ce qu'ils font. D'ailleurs, pas sur ce qu'ils disent, mais sur ce qu'ils font. Mais il est vrai que j'ai un petit fond pessimiste. Vous savez, Paul Léoto écrit dans son journal, peut-être 8000 pages, journal pendant toute sa vie. Il écrit quelque chose de terrible. J'espère ne pas avoir un jour à penser comme lui. Il dit quelque chose comme « Si Dieu me prête conscience lucide sur mon lit de mort, ma dernière pensée sera la suivante, : je regrette tout. Mon Dieu, faites que je n'ai pas cette pensée au dernier moment. » Votre souci de distinguer en quelque sorte vie intime et vie politique n'est-il pas un vœu pieux dans la mesure où, au moins depuis 2007, il n'est pas un président qui n'a pas été jugé de manière, à mon sens, légitime sur sa part personnelle et sur sa part politique. Les tempéraments, les caractères ont une importance décisive dans la vie politique. Non, je comprends ça. D'abord, je ne suis pas président de la République, mais je comprends ça. Toutefois, ce que je mets en cause n'est pas la volonté des commentateurs de savoir ce qui se passe, c'est parfois la propension d'un certain nombre politiques à mettre en scène leur propre vie politique, leur propre vie privée, pardon. Il y a quelque chose d'extrêmement artificiel à vouloir se montrer tel que l'on espère qu'on va nous aimer. C'est très compliqué de se définir soi-même. Et donc, en plus, se mettre en scène, non, je suis assez étranger à ça. On ne vous verra jamais, Philippe Juvin, avec votre compagne, votre épouse, ou que sais-je, ou qui sais-je, dans Paris Match. D'abord, je crois que Paris Match s'intéresse assez peu au maire de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, mais si j'étais appelé à des fonctions différentes et que Paris Match puisse s'intéresser à moi, je fuirais autant que possible une mise en scène de ce type. Vos enfants, vous en avez parlé, sont une part capitale de vous-même ? Moi, bien sûr, c'est probablement c'est évidemment ce qu'on va laisser après. Tout ça est très fragile et il faut les préserver. J'ai l'impression que, certes, vous réussissez en politique, mais que vous n'êtes pas assez vulgaire pour le monde politique. Je me comprends. Expliquez-vous un peu là. Il me semble que la réussite en politique impose un certain nombre de qualités ou peut-être de défauts, vulgarité, audace ostensible, exagération dans la pensée, dans la forme, et vous ne les avez absolument pas. Et pourtant, vous avez réussi. D'abord, je ne sais pas ce que c'est réussir. Est-ce que c'est réussir de voir son parti politique ne pas vous choisir pour mener une liste sur une ligne que vous définissez et qu'il refuse? Non, ça, c'est pas une réussite. Donc, la vie n'est pas faite que de réussite. Non, je pense que je suis habité par un doute réel, permanent sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que la politique, telle qu'on la voit de l'extérieur, nécessite souvent des blocs inoxydables. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gens qui sont pétris, je n'ose pas dire de certitude, mais en tout cas qui semblent être pétris de certitude. Je pense qu'ils sont comme tout le monde. Ils sont pétris en réalité de doutes, mais ne les font pas remonter à l'extérieur. Non, ce sont des gens qui sont hors du commun. Il faut être surhomme pour être président de la République. Ce sont des surhommes. Moi, je ne suis pas un surhomme. Vous n'avez pas envie d'être sur la même ligne que Christian Jacob, Guillaume Larrivé, Julien Aubert pour prendre des responsabilités chez les Républicains? Aujourd'hui, celui qui est candidat aux élections internes des Républicains prend un risque majeur, c'est d'être assimilé à un ensemble qui est devenu poussiéreux,
réac, conservateur, anti-tout, économiquement indéfini. Regardez le débat malheureux sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Nous avons, pour certains, signé une proposition commune avec la France insoumise. Enfin, où sommes-nous tombés? Non, il y a un vrai sujet. Je n'ai pas envie d'être assimilé à un certain nombre des gens que vous venez de citer. Ça, certainement pas. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas, pardon, Philippe Juvin, une forme de petite lâcheté au fait de refuser d'être Créon et de toujours préférer Antigone, alors qu'au fond, il y aurait du travail à faire? C'est vrai, c'est un sujet. C'est un sujet. D'abord, il y a aussi une affaire liée aux priorités qu'on se donne à un moment donné dans la vie. J'ai des priorités professionnelles aujourd'hui. J'ai un service à faire fonctionner. J'ai une mairie à faire fonctionner. Et je ne suis pas certain que mes concitoyens, d'un côté, mes patients de l'autre, comprendraient que je puisse tenter de participer à la réparation d'un véhicule qui me semble extrêmement rouillé, qui sont les Républicains. Vous êtes parfaitement placé pour en parler, et comme vous l'êtes, on vous a peu questionné dessus. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de la crise des urgences? Alors, en fait, la crise des urgences, c'est la crise du système de santé. Les urgences sont encombrées tous les jours. Il y a quelques années, les urgences étaient encombrées à deux moments. En hiver, au moment de la grippe, en été, au moment de la canicule. Désormais, en permanence, la quasi-totalité des urgences de France sont encombrées par des patients. Le mot « encombré » n'est pas très beau, mais c'est celui qu'on utilise dans la littérature médicale et scientifique. Quelles sont les conséquences et quelles sont les causes de cet encombrement? D'abord, les conséquences, elles sont simples. Elles ont été mesurées. Un service d'urgence qui est encombré, c'est un service d'urgence où il y a plus d'erreurs médicales, où il y a plus d'accidents médicaux, où il y a plus de morts liées à la pratique médicale. Tout simplement parce que les médecins ont moins de temps, se précipitent plus, etc., etc. C'est bien montré. Quelles sont les causes de ça? Elles sont multiples, mais on pourrait les résumer en disant que les gens vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix d'aller autre part. Les urgences sont les seuls endroits qui sont désormais ouverts quand vous avez besoin d'un médecin dans beaucoup de lieux du territoire français. La nuit et le dimanche, certes, mais aussi durant la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de médecins installés en ville qu'il y en avait installés il y a 10 ans. Alors même que la population a augmenté, et alors même que cette population est plus âgée et plus malade. Il y a plus de patients atteints de ce qu'on appelle des affections de longue durée, c'est-à-dire des maladies chroniques, aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et parallèlement, il y a moins de médecins. C'est dingue, c'est comme ça. Pourquoi il y a moins de médecins? Pour une raison principale, c'est qu'on en a formé trop peu les années précédentes. Alors, on avait desserré un peu, même beaucoup, le numerus clausus depuis 15 ans. Il ne faut pas dire que rien n'a été fait comme certains le disent, mais pas suffisamment. Et donc, aujourd'hui, on a une pénurie considérable de médecins. Pour que vous ayez un seul chiffre en tête, chaque année, le Conseil de l'Ordre des médecins autorise, comme le Conseil de l'Ordre des avocats autorise la pratique de la profession d'avocat, le Conseil de l'Ordre des médecins autorise l'exercice médical en France. Et donc agrée un certain nombre de médecins en regardant leur diplôme. Eh bien, chaque année, un quart des médecins agréés pour pratiquer la médecine en France sont des médecins qui ont été formés à l'étranger. Ce qui montre bien qu'on va les chercher à l'étranger. Parce qu'on n'en a pas formé assez. La conséquence, donc, c'est qu'ils viennent aux urgences parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'aux urgences, c'est plus facile, mine de rien, même quand vous attendez 6, 7, 8 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 6, 7, 8 heures? Vous avez vu un urgentiste, vous avez eu une prise de sang, vous avez eu un scanner, vous avez vu le cardiologue qui est venu vous voir, éventuellement l'assistante sociale, et on vous a renvoyé ensuite chez vous avec une ordonnance. Ça vous a coûté 6, 7, 8 heures et très peu d'euros. Vous auriez fait ça en ville. Vous allez voir un médecin le premier jour, qui vous envoie au laboratoire le lendemain, qui vous prend un rendez-vous avec le cardiologue dans 10 jours, avec le scanner dans 5 jours.
Tout ça vous aurait pris 10-15 jours. Aux urgences, non seulement vous y venez parce que vous ne trouvez plus de médecin traitant dans votre bassin de population, mais en plus, vous savez au fond de vous-même, même si vous allez attendre 6, 7, 8 heures, qu'en réalité, ce sera toujours plus court que les 6, 7, 10 jours que vous auriez attendu en ville. Tout ça fait que les gens viennent aux urgences. Et tant qu'on n'aura pas résolu la question de la raison pour laquelle on vient aux urgences, on aura un problème aux urgences. Puis il y a un deuxième sujet aux urgences, c'est le sujet de l'aval des urgences. Environ 20% des patients qui viennent aux urgences, nous les gardons pour les faire hospitaliser. 80% rentrent chez eux. 20% nous les gardons pour les faire hospitaliser. Eh bien, ces 20%-là, nous n'arrivons pas, nous, urgentistes, facilement à leur trouver un lit d'hospitalisation. Et donc, nous passons beaucoup de temps à téléphoner, en pratique, on appelle les services, les hôpitaux. S'il vous plaît, pouvez-vous me prendre monsieur X qui a telle pathologie? Non, je n'ai pas de lit. Et ce système-là, infernal, fait que le système est embouteillé. Alors même que cela procède d'une très grande désorganisation du système. Je pense que nous avons suffisamment de lits d'aval, mais simplement, nous ne savons pas les identifier et nous ne savons pas les mobiliser. Je raconte toujours cette anecdote qui est réelle. Le 13 novembre 2015, au moment des attentats, Bataclan, à 20h, avant les attentats, mon service d'urgence à l'hôpital Georges Pompidou est averti par l'hôpital Georges Pompidou au total que l'hôpital a à notre disposition 4 lits de vide dans l'hôpital pour nos patients de la nuit, ce qui est très faible, mais malheureusement habituel. Quand surviennent les attentats et qu'à 1h du matin, nous recevons 50 patients blessés du Bataclan, nous devons leur trouver des lits. Eh bien, que croyez-vous qu'il advint? Eh bien, l'hôpital nous a trouvé 50 lits de libres. Et donc, à 20h, on nous a annoncé 4 lits de libres. À 1h du matin, 50. En fait, les 50 n'ont pas été libérés entre 20h et 1h du matin, mais simplement, ils sont apparus. On les a trouvés. Le système est que nous avons une très grande désorganisation. Enfin, le système est très désorganisé. Et il n'y a pas de directeur d'hôpital capable de vous dire comme ça, facilement, combien de lits sont libres dans son hôpital. Et ça aussi, c'est un problème pour les urgences. D'un côté, pas assez de médecins en ville. En Île-de-France, 25% de la population francilienne n'a pas de médecin traitant, n'en trouve pas. Là, ces gens ils viennent aux urgences. Et de l'autre, vous avez, pour les urgentistes, la difficulté de trouver des lits d'aval, de les trouver. Je veux dire par là qu'ils existent, mais on ne les trouve pas. Un service des urgences efficace peut-il exister? Un service d'urgence efficace peut-il exister? Oui, d'abord, les services d'urgence sont efficaces. Quand vous venez aux urgences, vous êtes vu, vous êtes soigné. On vous sauve la vie parfois. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où on le fait. Donc c'est efficace. Est-ce que ça pourrait être plus efficace? Oui. Oui. Ça pourrait être plus efficace avec, je crois, 2 mesures. Une mesure où on enverrait moins de gens encombrer ce service d'urgence, et une mesure où on dirait au service d'urgence, nous avons identifié les lits disponibles que vous allez pouvoir utiliser. Les Danois, en 2004, ont mis en place un système qui fait que, avant d'aller aux urgences, vous devez téléphoner à une plateforme qui vous dit « Oui, racontez-moi votre cas, vous avez telle et telle pathologie, eh bien oui, vous pouvez aller aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Non, manifestement, vous pouvez attendre demain ou après-demain, et donc je vais vous donner un rendez-vous chez le docteur généraliste qui est situé à tel endroit dans la ville dans laquelle vous habitez. » Et donc, cette mesure de régulation de l'arrivée aux urgences, obligatoire au Danemark, a provoqué moins 25% d'arrivée des patients aux urgences. Et ce qui est très intéressant, c'est que moins 25% des patients aux urgences et seulement plus 11% de consultations chez le généraliste. Et donc, il y a 14% des patients qui ont disparu entre le coup de fil et l'arrivée chez le généraliste. Pourquoi ? Bien, soit finalement ils ont décidé de ne pas consulter, ils pouvaient s'en tirer, soit ils sont allés voir le pharmacien qui leur a prescrit une pommade, etc., etc., etc. Donc oui, un service d'urgence efficace, ça existe, mais on pourrait être encore plus efficace si on était aidé sur un tri à l'entrée et si on était aidé par un système qui ferait que moi, je saurais dans mon service précisément en permanence combien de lits sont disponibles et à ma disposition. Parce que ça pose aussi un problème de santé majeur,
Prenons l'exemple des personnes âgées qui se fracturent le col du fémur. Le col du fémur, c'est une partie de l'organisme qui est extrêmement fragile pour diverses raisons. Et c'est la fracture très traditionnelle, avec la fracture du poignet, chez les patients âgés, particulièrement les femmes. Le col du fémur, c'est une intervention chirurgicale assez facile, sauf que on a montré que si on n'était pas opéré dans les 48 heures qui suivent la fracture, eh bien, on avait un taux de complications extrêmement important, voire même une augmentation de la mortalité. Les gens mouraient. Eh bien, je ne suis pas certain aujourd'hui qu'en France, toutes les cols du fémur puissent être opérées dans les 48 heures, justement parce que la filière des urgences est organisée de telle manière qu'on n'arrive pas à mobiliser le lit d'aval et le bloc opératoire assez rapidement. C'est un vrai problème. Ce n'est pas que du confort, c'est ça qu'il faut comprendre. Des urgences qui ne bénéficient pas de la meilleure organisation d'amont et d'aval, ce n'est pas qu'un problème de confort, parce que si ce n'était qu'un problème de confort, je vous dirais, attendez, après tout, c'est un problème de mortalité et de morbidité. Les gens meurent. Justement, Philippe Juvin, dans les urgences, on attend, on est abandonné, parfois on meurt. Oui. Ce sont des exceptions douloureuses. D'abord, on fait tout pour que vous ne soyez pas abandonné, et évidemment pour que vous ne mouriez pas. Mais il est certain aussi qu'on a des patients qui arrivent en fin de vie, qui, parce qu'il n'y a pas de structure suffisante à domicile pour accompagner cette fin de vie, quand vous n'avez pas de médecins en ville qui vont à domicile, il y a des tas de communes où il n'y a plus de généralistes qui vont à domicile, comment voulez-vous prescrire la morphine ou le médicament qui va vous permettre de franchir le plus paisiblement la dernière étape? Eh bien, vous allez à l'hôpital et vous allez aux urgences et vous entrez dans ce flux de tous ces patients qui viennent pour des choses graves et des choses pas graves, sans discernement. Et malheureusement, on a des gens qui meurent aux urgences, d'une certaine manière abandonnés parce que le personnel est surchargé. Et ça, c'est un drame. Moi, je crois qu'une de nos règles qu'on devrait se fixer, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais des convictions en politique, et je vous citais Mitterrand qui disait « J'en ai peu, mais elles sont très fortes ». Et parmi les quelques principes, je crois, sur lesquels on ne devrait absolument pas céder, c'est de dire « On ne doit pas mourir aux urgences. Quand on arrive en fin de vie à l'hôpital, on doit avoir d'une manière ultra prioritaire un lit dans une structure dédiée, organisée, où éventuellement on est déjà connu. Et moi, si demain je meurs d'une maladie chronique du type d'un cancer, où j'ai été suivi dans un service pendant plusieurs années, où j'ai bénéficié de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, où je connais les infirmiers et les aides-soignants qui m'ont déjà tendu la main, avec lesquels j'ai déjà parlé, eh bien je préférerais mourir dans un tel service avec des visages que je connais, plutôt que dans un service d'urgence dans lequel je ne connais personne et où, par définition, les professionnels auront moins de temps à me consacrer. Au fond, moi, je crois que le jour où je mourrai, je voudrais qu'il y ait quelqu'un pour me tenir la main. Aux urgences, c'est compliqué. Vous êtes ministre de la Santé, Philippe Juvin, votre première mesure? J'en prends deux. La première, c'est que j'augmente considérablement le nombre de médecins à former, pas 10%, pas 20%, probablement 30 ou 40 ou 50% de médecins à former en plus. Vous me direz, c'est dans 10 ans que ça produira ses fruits. Oui, au moins ça sera fait. Et je crée un filtre à l'entrée des urgences pour que les gens ne puissent pas y aller d'une manière open bar, où j'y vais comme je veux. Et je refais participer les médecins de ville à un système de garde, non plus de nuit comme ça existait avant, mais en leur demandant par exemple pour chaque généraliste de me donner 1 ou 2 consultations, ou 3 selon les besoins locaux, tous les jours à disposition pour les malades qui auront appelé la fameuse plateforme que j'appelle de mes voeux, qui régulera l'arrivée aux urgences. Votre réflexion, Philippe Juvin, très pertinente et structurée, serait-elle de nature à apaiser, à consoler, à guérir la France des Gilets jaunes désertés par les services publics? Et je pense que c'est très lié.
Camus disait que les villes sont des déserts d'hommes, les campagnes aussi. En réalité, la vie moderne est devenue un désert d'hommes, c'est-à-dire des hommes qui vivent les uns à côté des autres sans se connaître. Et d'ailleurs, regardez sur les ronds-points, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient la convivialité. Ils redécouvraient qu'on pouvait avoir des amis qui ne fussent pas uniquement des amis Facebook, mais de vrais amis. Il y a un vrai sujet de proximité. C'est pour ça que je pense qu'il faut des maires et arrêter de dire qu'il faut que les communes se regroupent. On a besoin des maires, des petites communes qui sont là pour répondre à une demande, et des communes moyennes, les plus grandes d'ailleurs. Il faut des urgences qui fonctionnent, il faut des médecins qui puissent aller à domicile, il faut qu'on ait des infirmières qui puissent aller à domicile, il faut inventer des nouveaux métiers de la santé qui puissent rendre des services. Bref, la société moderne doit être une société à la fois de mondialisation, c'est ainsi, elle existe, on ne va pas mettre fin à la mondialisation, tout ça est de la démagogie la plus totale. Et en revanche, il faut développer une économie et une société de la proximité. Les Gilets jaunes, c'est ça, c'est que la mondialisation a vaincu et a rendu les gens seuls, et bien de nouveau, il faut que les gens ne soient plus seuls. C'est ça, je crois, la grande leçon des Gilets jaunes. Mais comment faire revenir les médecins dans les territoires oubliés alors qu'ils ne le veulent plus? D'abord, il faut en former beaucoup plus. Il est évident que moins vous avez de médecins, moins vous en aurez qui auront envie d'aller dans des territoires qui sont désormais inoccupés, comme vous dites. Donc il faut en former beaucoup plus. Deuxièmement, la médecine, c'est quoi? Comment choisit-on sa voie en médecine? Par des rencontres. On rencontre durant des études des gens qu'on trouve admirables et on se dit, moi je veux faire comme lui. C'est pareil dans des tas de métiers, mais c'est particulièrement vrai en médecine. Moi, je ne voulais pas faire de réanimation. J'ai voulu faire de la réanimation parce que j'ai croisé des réanimateurs qui me semblaient dignes d'admiration, des individus dont la bienveillance, dont l'aura était telle qu'on voulait leur ressembler. Eh bien, pareillement, il faut envoyer les médecins en formation, c'est-à-dire les étudiants en médecine, dès la 2e année, alors qu'ils sont tout petits, dès la 3e année. Il faut les envoyer 1 mois, 2 mois, 3 mois par an dans des cabinets de médecine générale, voir ce qu'est la vraie médecine de terrain, plutôt que d'attendre d'une manière hypothétique un stage d'externe en 4e, 5e année où l'esprit est déjà formé. Moi, je pense que naturellement, les choses se feront. Plus de médecins, formés beaucoup plus, et d'emblée, les mettre dans des lieux où il y a des gens admirables qui se donnent aux patients. C'est formidable d'aller à domicile, voir des gens dans leur intimité. C'est la subscientifique moelle du métier de médecin. Mais on ne le montre pas aux étudiants en médecine. On ne leur montre que l'hôpital. Et souvent d'ailleurs que le centre hospitalier universitaire. Je n'ai rien contre les CHU. J'en suis un des plus purs produits. Et je suis chef de service d'un CHU. Je ne suis pas contre ça, mais je pense que c'est une vision biaisée de la médecine. Et faire croire aux futurs médecins que la médecine c'est ça et ça seulement, c'est une très très grande erreur. Je suis totalement convaincu, Philippe Juvin, par votre analyse sur la médecine. Je suis plus rétif par moment à votre analyse politique. Comment expliquez-vous ça? Comme s'il y avait quelque chose d'irréprochable dans votre regard professionnel et d'un petit peu partial dans votre jugement politique. D'abord, je ne sais pas, c'est moi qui dois vous poser la question. Pourquoi vous... Je pense que la parole politique a été beaucoup abîmée dans les années passées et les hommes politiques ont du mal à se faire croire. Par exemple, je pense qu'un des drames de la droite française durant ces dernières années, particulièrement depuis la victoire d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est apparue insincère. On ne nous croit plus. Et donc, moi, mon travail, maintenant de maire modeste,
c'est de montrer aux gens qu'il y a des gens sincères à droite, qui croient qu'on peut faire des choses, qu'on n'est pas seulement des commentateurs de la vie politique, mais qu'on est force de proposition. Ce qui est frappant aussi dans la vie politique moderne, c'est que sur BFM, vous n'avez pas vu ça sur le plateau, on invite qui? On invite un journaliste, un sociologue, un spécialiste du sondage et un homme politique. Et tous les quatre vont débattre du même sujet. Et l'homme politique n'a pas le même métier que le journaliste, qui est là pour commenter. L'homme politique n'est pas là pour commenter. L'homme politique est là pour proposer. Or, on a des hommes politiques qui commentent. Et les Français ne sont pas dupes. Ils voient des gens qui se lamentent ou qui disent les mêmes choses que le sociologue ou le spécialiste du sondage. Non, on veut que l'homme politique fasse des propositions. Et moi, je revendique cela. Chaque fois que j'écris une tribune dans la presse, je fais des propositions. Je dis voilà ce qu'il faudrait faire. Et donc, il y a un très long travail de reconquête des âmes de la droite française qui consiste à faire des propositions. Et pour ça, il faut travailler. Et on a beaucoup de nos politiciens qui ne travaillent pas beaucoup, qui font des coups, qui un jour sont conservateurs, de l'autre ne le sont plus, que je vois tel candidat aux élections européennes qui défend telle ligne et qui, le lendemain de l'élection, défend une ligne tout à fait opposée, eh bien ça tue la politique. Et moi, je déteste ces gens. C'est pour ça que je deviens misanthrope au sein de la droite. Philippe Juvin, c'est la fin, notre fin. J'essaye, si j'ose dire, de mettre tout sur la table de notre entretien, tous les registres que vous cultivez, les facettes de votre personnalité, vos multiples activités. C'est quoi le futur de Philippe Juvin sur le plan psychologique, intellectuel, politique, médical? C'est d'abord essayer d'être juste dans tout ce que je dis et ce que je fais. C'est pour ça que vous me voyez actuellement dire du bien du ministre de la Santé, qui est beaucoup critiqué dans la gestion de la canicule. Eh bien, moi, je trouve qu'elle fait les choses bien, et ça serait injuste de dire le contraire. Donc, essayez d'être juste. On peut se tromper, mais essayez d'être juste, en tout cas, avec une vérité qui est la sienne à un moment donné. Deuxièmement, être totalement libre. Et quand Emmanuel Macron dit quelque chose qui me paraît correct, pouvoir dire que c'est correct. D'ailleurs, c'est ça qui me rend libre et qui me rend capable de dire un jour, quand il dit quelque chose d'incorrect, que c'est incorrect. Mais je n'en peux plus de ces aoukases des partis politiques qui prétendent d'une manière manichéenne dire où est le bien, où est le mal. Être juste et être libre. Et puis continuer à être comme les héros de Jules Romain, être un homme de bonne volonté. Vous savez, vous avez parlé de Kléber Hédens, qui a été un échec politique et en fait littéraire, puisque je voulais qu'un de mes collèges porte son nom. Eh bien, je me suis rattrapé. Et j'ai donné, dans les mois qui ont suivi, à une nouvelle école élémentaire que j'ouvrais à la Garenne-Colombes, le nom de Jean Gerfagnon. Jean Gerfagnon, c'est un des deux héros de Jules Romain dans Les Hommes de bonne volonté, qui est une fresque qui va de 1904 à 1934 et qui suit deux normaliens, Pierre Jolaise et Jean Gerfagnon, dans les méandres de leur existence, professionnelle, privée, amoureuse, diplomatique, littéraire, et on les suit, ces deux héros, durant 30 ans. Ils sont deux, il y a Pierre Jolaise et Jean Gerfagnon. Ce sont des hommes de bonne volonté. Ce sont des hommes donc très imparfaits, comme nous le sommes, qui se trompent souvent, mais qui essayent toujours d'être justes et libres. Et donc j'ai donné le nom de Jean Gerfagnon à une école élémentaire que j'ai ouverte à la Garenne-Colombes. Et quand un de mes opposants, qui, n'ayant pas lu Kléber Hédens, avait critiqué le choix de Kléber Hédens, il s'est dit qu'il allait refaire une deuxième opération en critiquant Jean Gerfagnon. Il m'a dit, mais vous donnez le nom de Jean Gerfagnon à une école. Mais Jean Gerfagnon n'a même pas existé. C'est un héros de roman. Je lui ai dit, oui, mais vous n'avez rien compris. C'est un homme de bonne volonté. Et non seulement il a existé, mais j'espère bien qu'il y en aura de nombreux dans l'avenir. Eh bien, j'espère d'être comme Jean Gerfagnon.
Merci pour cette belle conclusion. Merci.